Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée. Les amis, on se retrouve ce matin, 10 heures de Tenerife, 11 heures heure de France, pour une magnifique interview avec Léo Urban qui va nous rejoindre en direct pour nous partager son histoire, son parcours, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Vraiment, je suis ravi. Les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la patate. Aujourd'hui, on a le soleil, donc vraiment beaucoup de gratitude. On se retrouve dans la tournée Spark 360. Vous le savez, ça fait plus d'un an et demi que j'ai commencé cette tournée et l'idée c'était vraiment de redonner, de mettre en avant des personnes incroyables, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui puissent nous partager leur parcours, qui ils sont, comment ils ont fait pour en arriver là. Donc vraiment, bienvenue à tout le monde, je suis ravi. Léo qui va nous rejoindre dans un instant. Alors les amis, on est en train de se connecter. Alors Léo, si tu rejoins le live, juste en bas, tu peux demander à rejoindre. Alors, est-ce qu'on est bon? Alors, je crois que je vais monter un peu le son. Est-ce que c'est OK? Alors, on est en train de se connecter. Ça y est, Léo, j'ai appuyé sur... je viens d'avoir ton invitation. Yes. Salut Léo. Salut, ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, nickel, il fait beau comme tu peux le voir, hein. T'es pas le seul à profiter du soleil. Ah, ça me fait plaisir. Ça va? Tu es où toi? Là. Moi, je suis du côté d'Andorre dans les Pyrénées, là, c'est là où j'habite. Là, c'est chez moi en fait. J'habite juste là et derrière, c'est la forêt avec la fameuse antenne inactive que j'ai grimpée de nombreuses Parfait. fois. Magnifique. Magnifique. Mais Léo, je suis ravi que premièrement de faire ta connaissance et vraiment un grand plaisir. Et merci à toi de prendre ton temps pour ce petit live, pour nous partager un peu ton parcours, mais Et qui moi, tu es, qu'est-ce que tu ça me fait fais. plaisir. Vraiment, je suis ravi et ravi. Je vais te laisser un petit peu te présenter si tu veux pour commencer cet échange. Oui, bien Bon, pour sûr. ceux qui ne te connaissent pas, nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis on parlera un peu de tout ça, comment t'en es arrivé à faire tout ce que tu fais qui est assez incroyable. Bien sûr, ok. Moi, je m'appelle Léo, Léo Urban sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que je suis connu sous ce nom-là. Mon vrai prénom, c'est Léopold Urbain. Donc voilà, pour la petite blague, en fait, j'ai gardé le Urbain, H-U-R-B-I-N en Urban. Voilà, je me suis pas trop creusé la tête non plus. C'est resté mon pseudonyme qui m'a suivi pendant toutes ces années et qui est resté aujourd'hui. Voilà pour ceux qui découvrent ou alors qui connaissaient pas. Voilà la petite anecdote. Moi, j'ai commencé au travers du parcours classique. J'ai vu le film Yamakasi, ça m'a retourné le cerveau et j'ai commencé à m'entraîner. Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais ça en fait pour m'entraîner. Donc, au lieu de sauter d'un mur à une barrière ou d'une barrière à un mur ou d'un mur à un mur, eh ben, je faisais ça sur des branches, sur des rochers, dans la montagne, sur des terrains accidentés, mais sans vraiment me dire, oh, trop cool, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire du parcours dans la nature, il y a personne qui fait ça et tout. Non, moi, je faisais ça parce que j'avais rien d'autre, en fait. Et j'ai commencé à le faire pieds nus après, par la suite, et c'est devenu un mouvement, que j'ai appelé primal par la suite, parce que en fait c'est ce que je ressentais moi, j'ai appelé ça primal. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire du primal en fait. C'est le mot qui ressortait à chaque fois et puis c'était cette connexion dans la nature, au travers de la performance physique, au travers de cet effort physique en fait, que ce soit juste sauter d'un arbre à un autre ou grimper une montagne pieds nus, pour moi c'était faire du primal. Et c'est devenu quelque chose qui est devenu par la suite plus viral. Il y a des gens qui commencent à s'entraîner beaucoup. Il y en a qui le faisaient déjà aussi de leur façon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un occidental, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient réussi à percer en persévérant dans cette voie-là. C'est-à-dire s'entraîner pieds nus dans la nature. C'est vrai que c'est pas très conventionnel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui grimpent aux arbres pour survivre. Je reviens d'Amazonie, les gens ils grimpent aux arbres, ils n'ont jamais fait d'entraînement comme j'ai pu les faire, ils grimpent naturellement aux arbres. Et il y en a plein des gens qui grimpent aux arbres. Et aujourd'hui, les gens attribuent ça comme quelque chose d'exceptionnel. Or, ça ne l'est pas. C'est quelque chose de naturel qui est ancré en nous. C'est juste qu'en fait, les Occidentaux, ça fait de nombreuses générations qu'on est, depuis l'industrialisation et peut-être même un peu avant, qu'on est dans une société un peu plus ancrée où on n'a plus besoin de grimper aux arbres pour survivre, quoi, tout simplement.
Magnifique, magnifique Léo. Et on va revenir sur ce que tu nous as partagé parce que c'est très très riche. De ce que tu nous dis, c'est pour toi au début ça a commencé un peu via le film que tu as vu, Yamakasi, c'est ça? Ouais, Où tu ouais, t'es dit, complètement. t'avais quel âge à cette époque-là? Oula, quand j'ai vu Yamakasi, c'était en 2001, j'avais 7 ans. Et c'est là où ça m'a brillé le cerveau. Donc pour que tu te fasses une idée, ça fait très longtemps que je bouge. Ok, donc à 7 ans, tu as envie de commencer un petit peu tout ce qui est parcours, c'est ça, dans la nature à t'entraîner, comment- ou tu fais d'autres sports à cette époque? Non, j'ai jamais vraiment été sportif. En fait, c'est pas que j'étais sportif, en fait, c'est dans le cadre. Moi, j'ai toujours été un mec, un gamin, même, j'ai envie de dire, qui n'était Yes. pas scolaire, qui tenait pas en place, qui avait besoin de dépenser son énergie à courir partout, à découvrir la nature. J'étais passionné par ça. Il faut dire que ma mère m'a beaucoup stimulé par rapport à ça. Elle était très nature. Tout de suite, elle m'a éveillé avec des bouquins sur les animaux, etc. J'étais tout de suite fourré dans la forêt, à chercher les châtaignes et accueillir les orties. Donc c'est vrai que j'ai eu déjà une facilité à être dans la nature grâce à ma maman. Et, et après, en fait, je l'ai développé sans le vouloir tout seul. Et au travers du parcours que j'ai découvert, moi j'aimais être à quatre pattes, grimper aux arbres, fabriquer mon arc. Enfin, c'était mes trucs, quoi. J'aimais ça. Et au début, c'est vrai que j'ai, je vais pas dire que j'ai souffert parce que c'est pas vrai. J'ai pas souffert de ça parce que je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai que j'étais un peu marginalisé par rapport aux autres gamins qui étaient pas comme moi. J'étais un peu bizarre, quoi, pour les autres gamins avec qui j'allais en cours. Et j'ai arrêté l'école, moi. J'ai arrêté l'école à 13 ans. J'ai fait l'école par correspondance et là, c'était vraiment la première fois où j'ai commencé à m'entraîner sérieusement à partir de mes 12 13 ans. Là, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de temps devant moi, que je pouvais prendre mes responsabilités d'une certaine manière parce que j'avais cette responsabilité de faire mes devoirs à la maison, de devoir apporter des résultats parce que mes parents ils me disaient toi, tu dois avoir le bac, c'est la seule condition. Après, tu fais ce que tu veux. Ok. Donc, je bossais un peu, j'avais des résultats, mais à côté de ça, je passais des heures et des heures là-dedans dans la forêt à m'entraîner, à débloquer des nouveaux trucs, à regarder des documentaires sur les chimpanzés pour voir comment ils bougeaient, qu'est-ce que je pouvais apprendre d'eux, comment je pouvais avoir plus de force, plus d'agilité, plus de souplesse et tout ça. Et en fait, voilà, c'était les chimpanzés, les aborigènes sont devenus mes maîtres, mes mentors en soi pour développer ce qu'aujourd'hui j'appelle le mouvement primal en fait. Magnifique, incroyable. Franchement, c'est incroyable ton histoire. Et c'est vrai que très souvent, quand on échange avec des gens qui osent un peu pousser ce qu'ils ont en eux, comme toi, quelque part, au début, tu es dans cet environnement, tu grandis, la nature, avec ta maman, comme tu nous partages, tu es là et voilà, tu fais avec, quelque part. Et puis, ça éveille en toi des choses de plus en plus grandes. Et puis, un film, et puis, l'école qui s'arrête, jusqu'à en arriver où tu es aujourd'hui, où quelque part, j'ai envie de dire, un alignement total avec qui tu es et tout ce que tu fais. Et je trouve ça vraiment remarquable. Et parfois, ça prend du temps, c'est un processus. Et donc, vers 12 13 ans, tu dis, tu commences à t'entraîner sérieusement. Et juste par rapport à ça, euh, est-ce que dans ta tête, c'est simplement pour le plaisir, parce que tu as envie de grimper des arbres de plus en plus haut, de faire des trucs de plus en plus de fous, ou est-ce que il y a un objectif de performance derrière? Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand toujours derrière. Après, je me pose pas la question tous les matins à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait bouger, c'est la passion, c'est l'amour de ce que je fais, c'est d'être dans la nature. Ça, c'est vraiment le point central. Après, c'est vrai que tu te laisses à rêver d'avoir une autre vie que celle que tu fais aujourd'hui. Moi, je me disais, au fond de moi, je ressentais que l'entraînement que je faisais aujourd'hui, c'était pas pour continuer à m'entraîner toute ma vie comme ça. Bien sûr que c'est un plaisir et que j'ai envie, je sais pas, à 60 ans de bouger dans la nature aussi. Je bougerai pas pareil. Mais l'idée, c'est de garder cette flamme tout au long de ma vie, d'être dans la forêt, d'être dans la nature, de pouvoir bouger, de pouvoir bon, bref. Mais quand je bougeais à ce moment-là, je savais pas trop pourquoi, je savais pas où ça allait me mener, mais je savais que ça allait me mener vers quelque chose de plus grand, de plus abouti, ouais, de plus grand, tout simplement. Et c'est ça qui me faisait aussi tenir. Je me disais, là, aujourd'hui, si tu bouges, c'est pour aller bouger avec les chimpanzés un jour.
c'est pour grimper des arbres géants aussi. Je rêvais de, bon, je l'ai pas encore fait, mais d'aller grimper des séquoias géants qui sont les plus grands arbres du monde, qui forcément me faisaient rêver à l'époque. Euh, voilà, d'aller dans les jungles, de rencontrer des ethnies, etc. Enfin, moi, c'est quelque chose qui forcément me faisait écho en moi par rapport à l'enfance que j'avais eue et par rapport aux capacités physiques que j'étais en train de développer aussi. Ce que tu dis, c'est quelque part, il y a quelque chose en toi qui toujours t'a animé, en fait. Quelque chose qui t'animait et que tu as entretenu. Tu as gardé foi en ça, quelque part. Que quelque part, ce qui avait là, cette connexion, allait te permettre, comme tu le dis, vraiment, tu avais envie de te permettre d'aller réaliser certains rêves pour toi. Complètement. Et tu sais, j'ai bifurqué sur pas mal de choses. C'est-à-dire que après, j'ai déménagé à Paris. Complètement différent parce que là c'est la jungle urbaine, il y a pas de forêt vraiment, enfin si il y a des forêts, je bougeais dans les forêts, mais j'ai commencé à m'intéresser à la grimpe de building à main nue. J'étais fasciné par ça parce que je me disais ouais c'est la canopée urbaine, c'est l'apogée de ce que je fais pour pouvoir m'affranchir d'un obstacle. Donc j'ai commencé à m'intéresser au travail d'Alain Robert qui pendant 3 décennies à grimper des buildings à main nue, les plus durs à travers le monde, les plus hauts aussi. Et j'ai commencé à me dire, ouais, pour moi, c'est pris mal aussi, même si je le fais sur une surface qui ne l'est pas. C'est pas organique, c'est du fer, c'est du métal, c'est du verre, etc. Mais ça a clairement peaufiné mon apprentissage primal parce que je me disais, ouais, en fait, King Kong, il grimpe sur des buildings aussi. En fait, pour moi, il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire que les animaux, comme on peut les observer par exemple en Inde, il y a beaucoup de singes qui se sont adaptés à l'urbanisation et ils bougent dans la ville comme ils bougeraient sur les arbres. Et pour moi, c'est pas un facteur limitant de se dire qu'on bouge sur quelque chose de factice, qui est pas naturel, etc. C'est au contraire en fait, faut s'adapter à son environnement et c'est ça la force du truc, c'est de pouvoir s'adapter à tout type d'environnement. Et ça, c'est la force du parcours en soi, c'est que ça vient de la ville, mais à la base, les pionniers, voilà, ils l'ont fait, ils l'ont créé en milieu urbain, mais ils voulaient que ça puisse être praticable dans tout type d'environnement, pouvoir s'affranchir de tout type d'obstacles. Et on va dire qu'avec le primal, j'ai un peu poussé cette voie du parcours. Si on reste dans la discipline sportive, j'ai poussé un petit peu ce côté-là que les fondateurs ont un peu exploré, mais n'ont pas pu aboutir. Ouais, quelque part, ce que tu dis, c'est que tu l'as mené vraiment, j'ai envie de dire, au cœur de tout, vraiment à la nature. Complètement. Parce que comme, ouais, Moi, en fait, le ramener à l'essentiel. j'ai rien inventé du tout parce que grimper aux arbres, ça a toujours existé. Que ce soit nos propres ancêtres, nous, les Européens, sur le continent européen, il y avait des immenses forêts qui recouvraient toute la France déjà, mais toute l'Europe. Il y avait des arbres partout, donc on avait un style de vie qui nous amenait à grimper aux arbres. On était des bons grimpeurs et aujourd'hui, même quand je donne des cours à des gens qui ont jamais forcément grimpé aux arbres, il y en a qui ont des aptitudes physiques à grimper aux arbres qui sont toujours présentes. Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on doit continuer à stimuler d'une certaine façon, parce qu'il y a des bien-être pour la santé, ne serait-ce que de marcher pieds nus qui sont incroyables, je pourrais même pas tous les nombrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est un caractère qui nous est propre. Donc à partir de là, moi j'ai rien inventé. À partir du parcours, j'ai rien inventé non plus. J'ai juste, en fait, je fais juste partie d'une époque dans laquelle on est un peu coupé de tout ça et je suis juste un rappel à l'ordre, en fait, j'ai l'impression. Je vois, je vois. Et bravo à toi, justement, d'oser quelque part, parce que c'est vrai que peut-être tu dois avoir beaucoup de messages, de jeunes, etc. Et à travers ton histoire, ce que j'entends, c'est quelque part, tu as osé. Tu as osé, jeune, tu te sentais aussi différent. C'est souvent le cas quand il y a des choses bon, qu'on veut exploiter qui sont pas dans la forme ordinaire. Mais tu as osé jeune, tu as osé adolescent, tu oses de plus en plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est très important. Comme tu le disais, en nous, il y a des choses. Il y a des choses. Et il y a des trésors qu'on n'a pas forcément conscience. Parce qu'on nous dit, à l'école, il faut être comme ci, comme ça, sinon tu vas pas réussir. Mais il y a autre chose. Ah, mais on a des capacités hors normes incroyables qu'on n'explore pas. Parce qu'on n'a qu'une seule voie qui est tracée. Alors après, il y en a qui naissent dans des familles où il y a de l'argent, où il y a d'autres opportunités, où il y a
Bon, ça c'est différent. Mais quand on prend l'individu classique lambda modeste, c'est c'est toujours compliqué de sortir des sentiers battus. Et je pense que de croire en son truc, en son rêve, en son projet, appelle-le comme tu veux, c'est devenu un luxe aujourd'hui, c'est devenu difficile parce que bah même pour moi ça a été difficile à un moment donné parce que passer les 20 ans, fallait que, enfin ça me donnait pas de quoi manger, pas de quoi payer mon loyer, mes parents ils étaient un peu affolés dans le sens où putain mon fils il bosse pas quoi, enfin du coup il faut commencer à travailler, mais voilà il y a toujours des moments bas et généralement ils sont plus présents et il faut toujours garder un peu ce truc là de ouais j'ai mis toutes les billes dans le même sac, j'y crois à mon truc et je lâche rien. De toute façon, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est quoi? C'est d'aller bosser, peut-être de mourir au final, tu vois aussi, parce que tu peux faire une mauvaise chute ou te blesser ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est des trucs qu'on essaie de les écarter de notre train-train quotidien parce qu'on nous a appris à être dans une sursécurité en permanence qui nous bouffe au final à petit feu. Mais au final, mourir, c'est quoi? Se blesser, c'est quoi? C'est pas si grave au final, j'ai envie de te dire, mais on en fait tout un plat, tu vois. Et voilà, enfin, je dis pas par là que je m'en fous et que j'ai envie de mourir. Non, pas du tout. Mais je dis que c'est trop tabou, que ça nous empêche de faire beaucoup de choses parce que ça nous ancre dans des peurs qui ne sont même pas les nôtres. Et ça, c'est le pire truc qui puisse nous arriver parce que ça nous empêche de faire des choses qu'on rêverait de faire. Il y en a qui voudraient se lancer dans la musique, il y en a qui voudraient se lancer Exactement. dans plein de choses et ils se brident à cause des peurs qui ne sont pas les leurs. Et ça, c'est la grosse maladie de notre temps, le fléau de notre génération. Tout à fait, Léo. C'est très riche ce que tu partages. Justement, par rapport à ce que tu dis, pour rebondir à ton histoire, comment ça s'est passé? Ben, à 20 ans, tu nous as dit que tes parents voulaient que tu aies le bac. Quelque part, ben, qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Il faut qu'il bosse, etc. Toi, tu continues, tu es dans ton process, un peu dans ton délire, j'ai envie de dire. Et comment va se passer la suite pour toi? Est-ce que tu vas arriver à en vivre? Est-ce que tu vas commencer à partager? Est-ce que c'est ça qui va te créer une communauté? Tu vas, quelque part, j'ai envie de te dire, à un moment donné, on a ce truc, ce sentiment de se dire, je suis à part, tu vois. Est-ce que je vais rencontrer vraiment ma famille? Est-ce que je vais trouver des gens qui me ressemblent? Est-ce que c'est ça qui va développer les choses pour toi? Je sais pas du tout. Non, moi, j'ai pas été dans une recherche d'approbation des autres. C'est-à-dire que si ce que tu fais c'est bien, on te le dira. Si c'est pas bien, on te le dira aussi. Mais j'étais pas dans cette recherche d'approbation de si ce que je fais, de ce que je fais c'est bien. Moi j'étais plutôt dans putain j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de créer ma propre légende, de faire ce que j'ai toujours fait, mais de le pousser à fond quoi que ce soit dans la performance, mais aussi dans l'inspiration que je peux procurer vis-à-vis de ce que je fais aux autres. Et ça c'est important pour moi parce que je savais que j'avais un truc qui devait être transmis, qui doit toujours être transmis forcément. Et il y a des gens comme Alain Robert qui ont transmis ce truc en moi, tu vois. Et je me disais, putain, si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un peu de ce qu'Alain Robert a réussi à faire en moi, déjà c'est génial, tu vois. Et moi j'ai commencé par, en fait, je me suis dit, putain, ça marche pas, ça marche pas. Je voulais marcher à l'ancienne et tout. C'est-à-dire que je voulais gagner ma vie sans être forcément reconnu et tout. Et je me suis dit, bon, bah, stop, ça marche pas. J'ai essayé pendant des années comme ça ne marche pas. Je gagne pas ma vie forcément super bien avec deux, trois événements par-ci par-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me suis dit, en fait, j'ai des potes qui sont lancés sur YouTube. Je vais faire pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un sauvage. Je savais pas forcément parler à la caméra, tout ça. Donc, j'ai tout appris de zéro. Le montage, c'était mais quelque chose qui était mais loin, loin, loin pour moi. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience. Et je me suis dit, OK, bon, vas-y, let's go. On va tenter YouTube. Et à partir de là, YouTube, puis Instagram. Et j'ai essayé de chercher l'équilibre entre tout ça, le compromis pour essayer de transmettre ma vision des choses, ma philosophie, mon entraînement, ma manière de bouger, sans pour autant faire comme tous ces youtubeurs qui vendent un peu du rêve ou des trucs qui sont un peu fake, etc. Moi, j'avais envie de rester authentique. C'était vraiment le truc où je me disais, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais moi, je veux rester fidèle à ce que je suis. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai un personnage sur YouTube qui est toujours le même. Donc c'est une partie de moi qui est sur YouTube en permanence parce que je suis obligé de garder ce personnage. Je vais pas être
Léo tout le temps. Et c'est bien comme ça aussi, parce que ça me préserve. Mais c'est une partie de moi que j'ai décidé de laisser sur YouTube et de refléter ma personnalité au travers de ce personnage. Voilà, c'est le petit compromis que j'ai trouvé pour essayer d'en vivre. Ça a marché. J'ai réussi aujourd'hui à vivre autrement, c'est-à-dire que je voyage beaucoup avec Canal+ pour faire des documentaires sur la biodiversité, sur des gens qui préservent la nature, leur combat en fait pour j'étais en Inde, ils se battent corps et âme contre les mines et c'est un sujet très sérieux. Il y a des gens qui meurent, c'est des industries qui sont illégales, mais en même temps c'est légal aussi parce que c'est que des mafias qui sont financées par les États. Tout ça, en fait, tu vois une réalité au travers de quand tu voyages, quand tu vas voir des ethnies, des gens qui ont été colonisés, etc. Tu te rends compte en fait que notre petit monde de confort, en fait, il a un prix et il se paye derrière, en fait. Et c'est terrible. Et tu te dis, putain, mais je veux pas vivre comme ça, en sachant ça, comment je peux réduire mon impact Yes. de merde et tout. Et je parle même pas d'écologie, parce qu'aujourd'hui, l'écologie en France, c'est un sujet qui me fait rire. Les gens, ils sont toujours en train de critiquer, de chercher la petite bête. Ouais, mais tu prends l'avion, mais ouais, mais tu manges du poisson, mais tu manges pas de viande. Ouais, mais tu sais que le soja, en fait, mais en fait, ferme ta gueule, j'ai envie de dire, parce que tout le monde a C'est pas le vrai peur. tout le monde a son lot d'imperfections. Par contre, moi, j'ai pas envie de rester stoïque à ne rien faire et j'essaie de faire des choses. Effectivement, ouais, je prends l'avion parce que ça me permet de faire des vidéos qui reflète peut-être une autre façon de voir les choses que tu verras pas dans un documentaire, qui se heurte à des problèmes peut-être un peu plus en profondeur. Ouais, si ça peut toucher des gens et les emmener à mener un combat, ouais, bah ça c'est comme ce que je te disais d'Alain Robert, ça c'est super intéressant. Yes. Ouais, je prends l'avion. Ouais, ça m'arrive de, regarde, j'ai mangé du tapir en Équateur. Ouais, mais c'est pas ça en fait qui va niquer la planète non plus. C'est pas. J'ai toujours cet Hmm. exemple, tu vois. Il y a les Inuits qui continuent à chasser le narval, la baleine, etc. Et on dit ah les enculés, ils chassent des baleines et tout. Les Japonais qui le font de façon massive, industrielle, on leur dit rien. Nous qui achetons les propres crèmes qui sont faites avec de la graisse de baleine, tout va bien, Bien tu vois. sûr, bien J'ai sûr. envie de C'est dire, c'est ça. pas les équipes traditionnelles, c'est pas eux qui déciment les populations de cétacés à travers le monde. Bon, bref, je m'éparpille sur plein de sujets. Non, mais c'est riche parce que ça amène une réalité aussi. Et c'est ça aussi le but de tout ce que tu fais. Je pense que chacun à son échelle, on essaie d'amener une certaine prise de conscience, de se dire, comme tu dis très bien, c'est pas l'idée de critiquer le voisin, ah, regarde la voiture que tu as aussi, machin. Non, simplement de soi-même, en fait. Se poser les questions. Qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est ça. C'est tout. C'est tout. Et puis, et puis nous, on peut rien faire. J'ai envie de te dire, nous, on peut rien faire. J'ai réalisé que, en fait, s'il doit y avoir un changement, ça va venir de plus haut. C'est l'État, c'est les élites qui doivent, parce qu'on est tous manipulés. Hein, regarde avec le Covid, il faut mettre le masque. Du jour au lendemain, il y avait des milliards de personnes avec un masque sur la gueule, ce qui se posait même pas de questions. Et tu te dis, s'ils faisaient la même chose, des changements vraiment radicaux pour le plastique, par exemple. Exactement. Bah là, il y aurait des vrais résultats. C'est pas en recyclant et en plus de tout ce qu'on recycle, on sait même pas où ça va. Il y a la moitié qui part dans d'autres pays, en Indonésie, et ça fait des. Bref, tu rentres dans des détails de fou. Non, c'est en faisant des mesures qui soient intelligentes et radicales Tout à fait. que tu vas Tout avoir à fait. des vrais changements. Et c'est pas à nous. C'est l'illusion de se dire qu'on peut changer notre propre monde, mais on peut rien faire. Malheureusement, on peut rien faire. C'est juste pour se donner bonne conscience et c'est une question d'ego. C'est ça. Et comme tu dis très bien par rapport à ça, c'est justement, et j'imagine que toi, c'est un peu ta façon d'être, qui tu es, et d'être honnête avec soi-même, tout simplement, d'être honnête. Comme tu le disais, oui, ben, aujourd'hui j'ai envie de manger ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de prendre l'avion, c'est ok. Et puis au-delà de ça, de se dire, ben, comme toi, quand on trouve quelque chose qui a du sens à notre vie, déjà ça fait beaucoup en fait. Parce que si nous-mêmes déjà on est bien, si nous-mêmes on est aligné avec nous-mêmes, c'est un autre impact. Pour nous, pour les personnes autour de nous, notre vie donne un sens quelque part. Et moi j'aime bien voir ça un peu que tous ces gens comme toi, c'est un peu comme toi, des petites lumières, des phares, qui, ben, ces phares ont allumé d'autres lumières, etc. Ça amène aussi
son évolution aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est dans une période d'immenses changements. On le voit avec tout ce qui se passe. Et que toutes ces petites choses contribuent quelque part. Là, ce qu'il faut savoir, c'est où tu as envie de te placer par rapport à ce changement. Parce qu'aujourd'hui, on le voit par rapport à la génération de nos parents dans les années 70, 80, même avant, nos grands-parents, où il y avait une liberté déjà complètement différente, immense, tu pouvais tout faire. Et je te parle ne serait-ce que financière. Aujourd'hui, t'as les banques qui s'accaparent tout. Je pense à ça aujourd'hui. J'ai fait un virement à mes parents et je voulais m'acheter un nouvel objectif pour filmer mes trucs. J'avais un plafond, c'était bloqué, tout est contrôlé par les banques, tu peux plus rien faire, tu peux plus passer plus de 10 000 euros par les douanes et tout. Enfin, c'est un délire. Tu te dis ton argent t'appartient plus, t'es pris comme ça par les banques. C'est un délire. Tous ces prêts, tous ces trucs où tu t'endettes et tout, en fait, la vraie mafia, elle est là. Hein. C'est les banques, c'est tout ça. Et aujourd'hui, la liberté, là, je te parle de la liberté financière, mais la liberté d'expression, on le voit avec les humoristes. Tu peux plus parler de tous les sujets. Tu dois faire attention. Regarde Dieudonné, on le considérait comme le meilleur humoriste jusqu'à ce qu'il touche à certains sujets. Ah ouais, mais elle a dépassé les bornes. Mais vous rigolez bien. Et aujourd'hui, tu peux plus rien faire. Non, il faut pas se mentir. Les gars, je suis né dans les années 90, j'ai vu déjà un changement. Les parents, ils ont déjà vu un changement, mais c'est un truc de ouf. Et bientôt, on ne pourra plus rien faire. On l'a vu avec le Covid, comment ils nous tiennent tous en muselière, tu ne peux plus rien faire. Et aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir mon petit coin de potager, de machin Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu as deux solutions. Soit tu vas dans les rangs et tu as ta sécurité, tu as tout et tu fermes ta gueule, tout simplement. Hein. Je suis désolé, je dis ça comme ça, mais c'est vrai. Ou alors tu as ton petit coin de paradis, où on va dire ça comme ça, parce que c'est pas un paradis non plus, où tu essaies de te gérer, de t'auto-gérer tout seul et de dire fuck un peu à tout ça parce que tu peux plus rien faire. Enfin, ne serait-ce que les impôts en France, regarde ce qui se passe là avec la France, là c'est l'enfer. Mais ne serait-ce que les impôts, quand tu penses que tu bosses, crées tout ton truc et tout, et que tu dois autant d'argent à l'État, et on l'a vu avec le Covid, encore une fois, je donne l'exemple du Covid, parce que c'est flagrant, avec le système des hôpitaux qui n'avaient rien pour accueillir les gens qui étaient sous Covid, il n'y avait pas de lit, il n'y avait rien, tu te dis, et en fait l'argent qu'on donne, qu'on nous prend, il va où? Il va où? Moi, j'ai pas envie de donner. C'est mon argent. Je l'ai gagné avec ma sueur, mon sang et mes larmes. J'ai pas envie de donner. Et je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils peuvent même pas bouffer. Tu te dis, en fait, à quel moment tu te dis c'est normal de bouffer une pizza surgelée tous les jours à moins de 5 euros? C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, en fait, la liberté que l'on croit avoir dans notre pays, elle n'est pas là. Enfin, le pays de droit de l'homme, mon cul, je suis désolé, hein, mais tu peux rien faire. Tu n'es même plus dans une démocratie où tu peux dire non à ça. Regarde ce qui se passe là aujourd'hui, l'État, comment il tient tête au peuple. Donc, ouais, voilà, enfin, aujourd'hui, on en est à est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux revenir un peu à mes origines, à qui on est vraiment, plutôt que de baisser la tête et de me plier à tout ce qu'on me dit sans réfléchir. Tout à fait. Très juste. Et tu as partagé un peu cette idée de se dire, bon, mais, et notamment, toi qui voyages et qui vas justement rencontrer ces peuples qui, quelque part, vivent à l'état naturel. On parlera un petit peu de tout ça, mais comme tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ouvrent un peu les yeux, ben, on l'a vu aussi avec ce qui s'est passé, Covid, etc. Certains ont commencé à ouvrir les yeux et se dire, bon, mais attends, moi, je veux plus être là. C'est fini, ça. Je veux vivre un peu dans mon coin, la campagne. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de poules qui avaient été achetées pendant le Covid parce que les gens ont pris conscience de se dire, attends, mais des fois, il faut taper fort pour ouvrir les yeux. Je dis, non, moi, c'est pas ça que je veux comme vie. Pour moi, mes enfants, alors moi, aujourd'hui, mes enfants, pour ceux qui en ont, qu'est-ce que je vais leur offrir? Après, on ne dit pas ce qu'il faut faire ou pas faire, mais simplement, voilà, accepter à chacun, à un moment donné, de se dire, soit je vois, ok, soit je fais semblant de ne pas voir, mais on sait ce qu'il y aura. Mais pour moi, toutes ces idées, elles rejoignent vraiment la philosophie primale où pour moi, aujourd'hui, on perd de notre force physique, on perd de nos capacités et tout. Et pour moi, être un être humain, en général,
c'est d'être fort physiquement, c'est d'être fort mentalement, c'est d'avoir les idées claires, même si les idées peuvent changer, être amené à changer en permanence et à se renouveler. En fait, pour moi, c'est la capacité à s'adapter physiquement, mentalement à tout type d'environnement, de situation et tout. Et aujourd'hui, on voit que, enfin, moi, je constate, hein, je n'ai pas l'impression que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que les gens n'ont plus leur libre arbitre, et qu'ils sont régis par ce que l'État, le gouvernement ou Hanouna va nous dire. Faites ce que vous voulez, mais pour moi, la définition d'un homme fort, c'est pas ça. C'est pas non plus la loi de la jungle et tout, parce que ça, tu peux plus vivre comme ça aujourd'hui. J'aimerais bien, hein, ce serait beaucoup plus pratique dans certains cas, tu vois. Mais tu peux pas, tu peux plus vivre comme ça, mais tu peux choisir d'avoir plus de prestance, de force et de conviction par rapport à ce que tu penses. Les gens, en fait, C'est vrai, c'est vrai. ils ne font que répéter ce qu'ils entendent aux infos ou sur TPNP. Ils ont plus de personnalité. Ils font que répéter ce qu'ils entendent à la télé, mais ils ont l'impression que c'est eux-mêmes qui le disent et que ça vient d'eux. Mais c'est pas vrai. Les gens, ils sont formatés. C'est un truc de malade. C'est un truc de... Exactement. C'est intéressant ce que tu partages, vraiment très intéressant, parce que des fois moi-même je me pose cette réflexion. Alors il y a quelques personnes que l'on suit qui s'autorisent à être eux, qu'on met sur un piédestal, ceux qui font des choses extraordinaires, ok. Mais quand tu regardes la population et quand tu vois ce qui a été fait, ne serait-ce qu'il y a 5000 ou 10 000 ans en arrière, le niveau d'intelligence, de civilisation qu'il y avait, etc. déjà, c'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'on a perdu ce pouvoir. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que on est dans un vrai changement où il y a quelque chose qui est en train à la fois de ce contraste obscur de tout ce qui peut se passer, complètement. une grande force et connaissance qui a envie de ressurgir pour, à un moment donné, faire une table rase, une mise à jour pour nous-mêmes. Tu vois. Alors oui, le combat, il est dur, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Il y a beaucoup de gens aussi qui se bougent, même si c'est des minorités. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience de ça. Et ça nous dépasse. On est ici, on est là, mais on est quoi en fait par rapport à toutes les planètes qui y a autour de nous, etc. On est dans un mouvement constant. Tôt ou tard, je pense que la vérité va être là, quel que soit. Comme tu le disais, ceux qui, quelque part, ont cette envie, cette capacité de s'adapter, vont survivre. Mais ceux qui l'ont pas, ben, malheureusement, ne vont pas survivre. D'accord avec Vont toi, rester dans... parce que c'est ce que tu dis, c'est vrai, et c'est dans notre finalement c'est dans notre ADN de de s'aventurer, de savoir ce qu'il y a plus loin, de s'engager dans quelque chose d'incertain. C'est dans notre année. Aujourd'hui, on l'a un peu retranscrit, on va dire, dans le monde de l'entreprise, dans le business et tout ça. Ça se fait d'une façon beaucoup plus calculée, beaucoup plus occidentalisée, beaucoup plus différente parce qu'on n'a plus de territoire à coloniser, etc. Mais, euh, mais on a ce truc-là en nous qui est là indubitablement, c'est sûr. Et il y a des gens qui, comme à chaque époque, en fait, voilà, il y en a qui sont d'autres. Mais on est dans ce chaos bordélique aujourd'hui où on se dit, ouais, stop, il y en a certains, ouais, effectivement, qui vont revenir à l'essentiel. Il y en a qui sont trop flattés, qui vont plus revenir en arrière parce ils ont plus d'âme, tout simplement. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est vraiment dans une période de contraste comme jamais auparavant. Parce que je parlais de la liberté rapidement que nos parents avaient, mais ils se posaient pas la question parce qu'ils étaient dans le capitalisme à fond et que ce mode de vie leur permettait de gagner de l'argent, de pouvoir C'est ça. vivre la vie. Aujourd'hui, tu gagnes 5000 euros aujourd'hui par mois. À l'époque, tu étais riche. Aujourd'hui, 5000 C'est euros ça. par mois, t'es ric-rac quand même. Hein, je suis désolé, mais Et qui les gagne aujourd'hui? Qui les gagne? Tu vois, même en travaillant à deux. Comme tu dis, par rapport à ça, pardon, mais je voyais mon père, tu vois, à l'époque. Tu te dis, une personne pouvait travailler pour nourrir une famille. Tu vois, aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, tu vois les gens de notre génération, parce qu'on est pareil. Nos amis, les deux travaillent, gagnent 1500 ou 2000. Ah, complètement. Comme ça, t'as deux enfants, t'es comme ça. Mais c'est juste ouf, en fait. Tu vois, c'est juste ouf. C'est fou, c'est fou. Non, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Bon, de toute façon, les gens là, ils sortent, ils crient leur leur mécontentement. Mais
Mais ouais, mais en fait, c'est en nous. Et moi, je suis content que les gens, en fait, ils sortent. Il y en a qui disent, ouais, ils cassent des trucs, il y a des violences policières et tout. Mais ouais, mais pour un changement, faut que les changements soient accompagnés de violence. En fait, on est dans une société où on essaie de tout aseptiser, où on se dit, oh non, mais c'est pas bien, ils font la guerre en Irak. Oh non, c'est pas bien, il a frappé tel, un tel, il a mis une gifle à Macron et tout. Faut arrêter d'être des fragiles comme ça. Moi, ça me rend fou fait, parce qu'il y a 240 ans, ils arrivaient en Australie, ils ont massacré les autochtones, personne ne dit rien, on a foutu un voile sur ce qui s'est passé, il y a un gros, il y a, les gens nient en fait leur propre histoire, tu vois, qui a été faite au travers du sang. Du sang, les Tout à fait. États-Unis, c'est quoi l'Amérique du Sud, l'or, tout ça, c'est quoi c'est la colonisation par le sang. Et là, je te parle pas de colonisation, je te parle de révolte. Et il n'y a pas vraiment de sang non plus. Il faut arrêter. Dès qu'il y a un coup de matraque sur un genou, il y a tout de suite, c'est sur TPMP. Les gens, oh là là, les policiers ils frappent. Mais j'aimerais bien voir les gens à la place des flics, tu vois. Euh, t'as une C'est ruée clair. de Mais c'est personnes ça qui qui leur dessus, qui mais sont violents, qui c'est veulent ça qui est casser. scandaleux finalement. Exactement. Il faut Finalement, ce qui est scandaleux, c'est dans le que contexte. c'est des gens de frères. On est tous des frères et sœurs quelque part, tu vois, Ah oui. qui se frappent en eux pour essayer que ça fasse un bruit, de réagir quelque chose. Ça n'est arrivé là aujourd'hui. Alors comme tu dis très bien, à l'époque c'était pas comme ça. Révolution, bam, ou machin, on arrive, on fait changer les choses. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui les gens sont démunis tout simplement, et que la plupart des gens sont simplement démunis. Léo, pour justement continuer par rapport à toi, tout ce que tu fais, faire le parallèle, justement toi qui voyage, ça fait rêver. Moi, je regarde tout ce que tu fais, j'aime énormément, ça me parle beaucoup forcément, d'aller rencontrer ces peuples, vivre avec eux, quasiment nus, avec, je te vois faire les trucs là, les lances, etc. Mais tu vois, ça devrait réveiller le sourire de chaque homme que l'on est, tu vois, parce que il y a une part, comme tu le disais, de qui on est déjà. Et moi, quand je regarde tout ce que tu fais, comme tu le dis, je suis un peu comme un rappel. Mais c'est ça, tu nous permets à chacun de retrouver ça. Et ce que je voulais te demander, c'est de cette vie occidentale que l'on connaît tous, à cette vie un peu primale où tu te rends, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu vois ce contraste, quand tu es avec eux, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, c'est ça que j'aimerais savoir. Il y a, il y a un contact avec la nature qu'on a absolument perdu. Quand je parle de contact à la nature, nous, notre contact à la nature, il se limite à une balade ou à faire du VTT dans la nature, aller faire des sports de montagne, etc. Mais moi, je te parle de la connotation spirituelle que peut avoir la nature dans tous ces peuples. Que ce soit déjà la connaissance des plantes, de ce qui guérit, de ce qui se mange, de ce qui est utilisé pour confectionner des poissons, des poisons pour les flèches. Pour pêcher même, il y a des plantes qui enivrent les poissons et ils font des barrages, ils mettent la plante dedans, les poissons ils sont enivrés, ils se mettent à flotter, donc ils ont juste à... il y a une connaissance exceptionnelle qu'on a qualifiée pendant très longtemps de sauvage et d'arriéré, alors que ces gens-là utilisent beaucoup plus de phases de leur cerveau que nous, en allant au métro, boulot, dodo, on utiliserait. Nous, on se croit intelligent parce qu'on a un smartphone dans les mains et parce qu'on a accès à Internet. Mais ces gens-là, ils sont en permanence en train d'être en connexion avec la nature. Ils ont une, en fait, nous, on est dans des religions et tout ça, mais ils ont pour moi une religion qui est beaucoup plus sensée, qui est animiste, qui est connectée avec le savoir de leurs ancêtres, avec l'esprit de leurs ancêtres, avec l'esprit des animaux, de la nature, des arbres. Ils se méfient et ils respectent la nature, alors que nous, on l'exploite et on en a plus peur aujourd'hui de la nature, parce qu'on arrive à la plier, le bois, un arbre, ça devient un meuble ou une feuille à papier. Le sol regorge de minerais, de pétrole, etc. On voit plus cette force que la nature peut nous transmettre, cette connaissance qu'elle peut nous transmettre. Et c'est ça qui me fascine dans des peuples qui vivent exclusivement dans la nature et ce qu'ils ont tous en commun, même s'ils vivent à l'autre bout du monde l'un des autres, c'est qu'ils ont tous ce respect de la nature et cette connexion avec leurs ancêtres. Tu vas voir
à un mec en Nouvelle-Guinée, il va te parler des ancêtres, il va te parler de la nature. Alors ce sera pas les mêmes esprits, ce sera pas parce que c'est pas la même forêt au final et ça c'est logique. Et nous on arrive avec nos petites croix de missionnaires et on veut changer ça. Tu te dis mais non, mais à quel mais foutez-leur la paix, mais laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Ils ont rien demandé à personne et là tu arrives, tu fous une école, ils ont pas besoin de ça, laissez-les vivre comme ils ont toujours vécu. Et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que bah, là, tu as vu, j'étais avec des gens qui vivent encore de la nature, mais j'ai été aussi avec des gens qui ont été occidentalisés, qui croient en Jésus-Christ, etc. Et tu l'as en majorité. Quand tu vas aux États-Unis, tous les peuples amérindiens, ils ont été, mais ça a été un génocide culturel. Ils ont tué l'Indien qu'il y avait en eux. Aujourd'hui, il y a cette volonté de se reconnecter avec la culture, avec tout ça, mais ils ont tué les Indiens. Vraiment, aujourd'hui, les qualifient de parasites sociaux, mais en même temps, c'est parce que les pauvres, ils ont pas pu s'adapter à ce monde-là. Ils ont été perdus, ils ont été enivrés dans l'alcool, achetés avec l'alcool, etc. Et pour moi, la grande richesse de ce monde et la magie de ce monde, elle est dans ces peuples-là, dans cette nature préservée et primaire encore, avec ces animaux qui ont une sagesse et qui ont... Les animaux, ils ont déjà leur but prédéfini. Ils sont parfaits. Nous, qu'est-ce qu'on est? On doit chercher notre but, on doit chercher qui on est, on sait rien. Les animaux, ils sont déjà là, ils sont parfaits, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et nous, on arrive avec notre impudence et notre irrespect total. On va chasser, on va tuer, on va braconner, on va couper, tout ça pour de l'argent. Et l'argent, c'est le poids. Merci pour tout ce que tu partages, Léo. Très, très riche. Vraiment, c'est un échange extraordinaire. J'ai vu plusieurs fois passer ce qu'il y aura un replay. Cette interview sera enregistrée. Comme ça, elle sera aussi disponible pour ceux qui veulent revoir tout ça. Aujourd'hui, Léo, comment tu te positionnes, toi, par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que de voir les choses, de vivre avec aussi avec un autre état d'esprit, comme tu disais, avec des gens qui sont connectés avec une vraie richesse divine quelque part, que leurs ancêtres leur ont appris, etc. Et d'être aussi à la fois un pied dans le monde occidental et un pied un peu connecté à tout ça. Comment tu te positionnes? Comment tu te sens un petit peu? Et voilà, c'est un peu la question. L'homme occidental, l'homme blanc en général, il croit savoir. Il croit tout savoir. Si par exemple, moi, je dis, ouais, j'ai été avec telle ethnie ou avec tels animaux. Ah ouais, j'ai déjà vu un reportage sur ça. J'en sais déjà un bout. Je sais déjà tout. Mais même moi qui vais au contact des choses, c'est ce que j'aime, c'est d'aller au contact des choses. Qu'est-ce que je sais rien, je me rends compte que je sais rien. Je vais là-bas et je suis comme un bébé à qui on apprend pour la première fois à marcher, tu vois. Et je suis là et je ne sais rien. Alors, ce qui serait bien, ouais, c'est même moi aussi, j'apprends à vider, comme on dit, la tasse, tu vois, et à me dire, ouais, non, je sais rien. C'est pas parce que j'ai mon smartphone et que je me renseigne sur ce qui se passe là-bas que je sais. C'est pas parce que j'ai vu ce qui se passe en Ukraine que je sais. C'est pas, non, tu sais rien. Tu sais rien. Arrête de parler. Arrête de parler. Il faut arrêter d'être dans ce dialogue, dans cette espèce de savoir que l'on n'a pas. Et moi, comment je me positionne aujourd'hui? Ben, j'aime j'aimerais me positionner comme cette étincelle que je t'ai dit. Tu vois, aujourd'hui, je suis ce petit blanc qui grimpe aux arbres, qui s'est entraîné pendant des années comme un ouf, et qui aujourd'hui peut partir au contact de peuples, d'animaux, d'avoir une relation différente, parce qu'on a une mauvaise réputation, il faut le dire, hein, quand on part chez les indigènes, t'es le blanc. Donc déjà, ça passe par, on essaie de te prendre plus d'argent, et là, les relations sont meilleures et tout, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'établir une relation différente de je suis pas ce que vous croyez non plus. J'aime bien me dire que ouais, j'ai ma connexion et ma vision de la nature que j'ai envie d'échanger avec toi et on va pouvoir partir sur ce terrain stable où tous les deux on va pouvoir apprendre des choses. Moi plus. Mais ouais, d'être cette étincelle de pouvoir
montrer que voilà, là-bas, ça se passe comme ça, il y a cette vision, la nature, elle est vue comme ça, et d'essayer de la ramener au travers de ce que moi je fais, qui est de grimper aux arbres. Ça peut être un partage. Tu vois, la dernière vidéo, je grimpe un arbre avec un Warani en Équateur, et, euh, et au-delà de la caméra, en fait, on a partagé. En fait, il fait, lui, il aime pas forcément les Occidentaux. Il a une vision assez pessimiste, tu vois, des Occidentaux, parce que forcément, les mecs, ils viennent sur ces terres, illégalement, ils commencent à creuser pour trouver du pétrole, ils polluent les eaux, ils polluent la terre, ils polluent tout. Forcément, moi, je serais à sa place, je pourrais pas blairer les Occidentaux non plus. Mais c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas que des pommes pourries non plus, et que il y a des gens comme moi aussi qui veulent savoir comment ils vivent, qui veulent cette transmission, qui veulent comprendre pourquoi et qui veulent aussi se mettre à leur place et défendre avec eux leurs droits. Leurs droits. Donc moi, je me positionne et j'aimerais me positionner de plus en plus comme pas un défenseur forcément de la biodiversité parce que qu'est-ce que je défends vraiment? Je défends mes idées, je défends mais la biodiversité, j'aimerais bien la défendre, j'aimerais bien qu'on arrête de couper les arbres, j'aimerais bien qu'on arrête de polluer les océans, non, j'ai rien fait aujourd'hui qui puisse me placer en tant que tel, mais par contre, au travers de ce que je fais, de la petite communauté qui me suit, de dire voilà, réactive ton instinct primal et regarde ce qui se passe là-bas et ouais, et envie de toi aussi d'être une pièce de l'échiquier qui bouge indépendamment de ce que l'on lui demande, tu vois. Fais ta propre stratégie toi aussi, tu vois. C'est ça en fait je pense le petit rôle que je peux apporter. Merci à toi, Léo. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment très, très riche. Et ce que tu fais, c'est magnifique. Vraiment, c'est pas dans le sens de mettre quelqu'un sur un piédestal, mais comme tu le dis, c'est magnifique pour moi dans le sens de d'oser tout simplement, d'oser oser ce que tu fais, oser continuer, oser partager aussi, ok, oser assumer ses idées, oser aller rencontrer. Tout ça, en fait, c'est comme tu dis, on pense savoir, mais qu'est-ce qu'on sait? À quand on est allé parler à un individu, quelqu'un qu'on connaît pas, juste dans la rue, etc. À quand on a essayé de partager un sourire, d'essayer de comprendre l'autre. Ces choses-là, en fait, tu vois. Ça peut être minime, mais ces choses-là, en fait. Et des gens comme toi, des gens qui osent, ben, tout simplement, comme tu le dis, toi aussi, tu as eu des gens qui t'ont inspiré, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet d'avoir envie d'oser. Je sais que moi, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a motivé et ça a été une arme pour moi. Ces personnes-là qui m'ont inspiré, je pense à David Bell, le fondateur du parcours, à Sébastien Foucan aussi, qui a fait son académie, qui a fait des films aussi, qui a fait partie de tout ce mouvement fondateur du parcours. Je pense à Alain Robert, je pense à Bruce Lee aussi. Putain, Bruce Lee, mais quelle, quelle légende, quoi. Enfin, Yes. tu peux pas passer à côté. Il y a des gens comme ça qui, même des défenseurs de la nature, je pense à Jane Goodall, je pense à plein de gens comme ça qui sont tout simplement vrais. Vrais. Et vrai, putain, quand tu le vois, les yeux, il bouscule et il interpelle. Et c'est juste ça, en fait. Le vrai, quand tu vois une personne vraie, une multitude, tu te dis, oh putain, la pépite. C'est ouf. Exactement. Exactement, Léo. Et ce que tu dis, c'est ça. C'est ces personnes-là, ce qu'elles incarnent. Parce qu'elles ont arrêté de se mentir, elles se sont trouvées, elles ont osé, encore une fois, ben, s'écouter, qu'importe tous ces gens. Alors oui, ils ont pu être critiqués ou etc. Mais ils sont eux, ils sont eux. Et si on est nous, déjà, les choses vont mieux pour nous. Ah bah oui, moi je suis révolté et tout, mais au jour le jour avec moi-même, je suis ok, je suis en paix, je suis heureux, je vais bouger dans ma forêt, je m'entraîne dans mes arbres. J'ai besoin de pas grand-chose au final. Je me dis, quand tu es ok avec toi-même et tout, forcément, on est des humains, on a de l'ambition, et cette ambition, en fait, faut qu'elle soit maîtrisée d'une certaine façon. Parce que quand tu vois certaines personnes ambitieuses qui sont poussées par le pouvoir, l'avarice, etc. Non, non, mais je te parle pas de ça. Moi, je suis juste un petit mec qui fait son petit bout de chemin, et moi, mon ambition, elle va pas très loin. Elle va, putain, j'ai envie d'aller là-bas, voir comment ça se passe. Et pour ça, bah, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut des fonds, il faut de l'argent, il faut des gens qui te soutiennent aussi, il faut des sponsors. Donc, c'est pas que j'ai envie d'avoir de la thune, c'est que la thune, elle est nécessaire pour que je puisse continuer à faire vibrer ce truc-là.
Et forcément, bah ouais, je recherche de l'argent, je recherche à avoir une situation financière qui me permet de pouvoir ne pas me poser de questions, être OK, parce que l'argent, c'est la liberté aussi de nos jours. Si t'as pas d'argent, je vois pas comment tu peux être libre. Parce que même aujourd'hui, l'argent corrompt les peuples que je vais voir au fin fond du monde. Il en reste mais vraiment, il en reste une infime partie. Tu vois, par exemple, je pense au Korowai en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Il y a 2 ans, il y en avait encore dans la forêt qui vivaient de façon traditionnelle. Les Korowai, ils sont fascinants parce que c'est les seuls qui construisent des cabanes à 20, 30, 40 mètres de haut dans les arbres et qui grimpent aux arbres de fou. Et aujourd'hui, je sais que j'ai un pote qui va aller là-bas, et qui monte une expédition et il n'est pas sûr d'en trouver encore qui vivent dans la nature parce qu'ils font face à une pression avec l'exploitation du bois, avec l'exploitation minière, etc., qui peuvent plus vivre de façon traditionnelle parce qu'il n'y a plus de ressources suffisantes dans la forêt pour pouvoir survivre et alimenter la famille. Ils ont besoin en fait de s'enrôler dans notre modernisme et de couper du bois aussi pour gagner de l'argent et puis pour nourrir leur famille, quoi. Merci Léo pour ce que tu partages. Très très riche. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui regardent maintenant ce live ou en replay, qui va rester sur Instagram, je partagerai aussi sur YouTube, de te suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi. Donc Léo, tu as aussi créé un site Primal, je crois, non? Un concept où tu partages quelques trucs, où tu as une boutique. Les personnes que ça intéresse, qui peuvent regarder tout ça. Ouais, effectivement. Et puis j'ai de YouTube où à chaque voyage, j'essaye de. Il y a la deuxième partie de l'Amazonie qui arrive bientôt aussi, qui est très sympa avec les Warani qui vivent bien reculés. Ceux-là, ils sont encore plus reculés que le premier perso. Ils mangent encore du singe, ils chassent à la sarbacane. C'est un village de 23 personnes pour que tu te fasses une idée. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. C'était une belle expérience, assez fatigante mais puissante, quoi. Mais on va suivre tout ça. Merci Léo. Vraiment, j'étais ravi de faire ta connaissance. C'est moi, merci. Et puis au grand plaisir de se voir, d'échanger. Et belle journée à toi. Et puis à très vite. Belle Merci. journée, una hora de menos en Canarias, como dicen. Oh, habla muy bien español, amigo. Perfecto. Je vais vous quitter avec ce que j'ai vu dans un commentaire là, on a dit make the tiger sound, le bruit du tigre. Je le fais toujours en début et fin de vidéo. Donc là, j'ai un peu la gorge sèche, il sera pas de son maximum, mais je vous dis au revoir à tous et puis merci à toi et puis je fais le petit bruit du tigre. Magnifique, magnifique. Merci Léo. À merci bientôt. Bonne ciao, ciao. Au revoir.